Bonjour à tous et bienvenue dans notre live spécial Noël. Aïe, Noël est arrivé. On espère que vous allez bien, qu'on vous a pas trop manqué depuis ces quelques semaines sans rien diffuser sur la chaîne Asmodée France. On revient cette semaine avec un contenu un peu particulier. C'était l'occasion, à l'approche des fêtes de fin d'année, de vous présenter un peu une sélection des grands jeux qui pour nous ont marqué l'année 2024. D'en profiter aussi pour revenir sur quelques classiques, parce que tout le monde ne les connaît pas. C'est ça. Il y a beau avoir des jeux qui sont sortis il y a maintenant de très nombreuses années, qui ont reçu différents prix, on a pu passer à côté, et ça vaut quand même le coup d'en connaître un certain nombre. Et puis surtout, au-delà de la présentation rapide qu'on veut vous faire de certains jeux, c'était l'occasion pour nous de vous proposer, de nous pitcher vos proches. Dites-nous, par rapport à Noël, qui vous voulez gâter? Avoir cet échange avec vous vous avez une petite idée de cadeau à mettre sous le sapin, mais vous n'êtes pas sûr. Et ben voilà, c'est le moment d'en discuter. Évidemment, ceci n'est qu'une introduction, parce qu'on vous invite tous à aller voir vos ludicaires sur cette période de fin d'année pour trouver les jeux idéaux pour vos proches, pour les membres de votre famille, pour mettre sous le sapin, pour vous aussi évidemment. Bien se faire plaisir à Noël. Mais du coup, effectivement, l'idée, c'est qu'on échange ensemble, que vous nous demandiez différents conseils. On va vous en proposer. Puis derrière, évidemment, allez voir vos ludicaires pour affiner et perfectionner cette proposition. Alors, très bien. Je vois qu'on a déjà une personne qui a compris en tout cas ce qu'on vous propose. Donc, Mamie Death Game qui nous écrit « Mes parents, je leur offre des jeux et en particulier Duck & Cover ». Absolument, c'est une excellente idée. Duck & Cover, il est ici. Nous, vous voyez, on se l'était mis dans la petite sélection de ceux qui auraient à offrir des secrets de Santa. Les petits jeux qui se glissent facilement sous le sapin. En l'occurrence, en plus, c'est un de nos jeux d'ambiance 2024 qui est une nouveauté cette année. Donc, ça fait partie des jeux qu'on avait en tête. Facile à offrir, facile à jouer. L'idée, c'est de réunir tout le monde autour de la table. Très accessible et très visuel aussi, parce que vous jouiez ou que vous ne jouiez pas, le fait de voir tous vos camarades autour de la table dire coin-coin au fur et à mesure de la partie est toujours très plaisant. Donc l'idée, c'est une grille. Il va falloir évidemment recouvrir les différents canards qu'on a pour avoir la grille la plus petite possible, c'est-à-dire tout regrouper sur un seul élément de la grille. Donc chaque fois qu'un chiffre est appelé, on va bouger le canard correspondant à ce chiffre-là, sauf quand on ne peut pas, auquel cas on dit coin. Et évidemment, gros plaisir, comme je vous disais, d'avoir un peu tout le monde autour de la table qui dit coin en chœur, communément. Très plaisant. Et ouais, Secret Santa, parfait. Moment entre amis, en famille, ça marche. Ça marche à tous les coups. Du coup, comment on vous propose quelque part de nous aider à vous conseiller au mieux? On a besoin en gros de trois éléments clés. Le premier, dites-nous l'âge de la personne. Parce que, évidemment, tous les jeux ne sont pas accessibles à tous en fonction de l'âge, et ça, c'est un critère déterminant. Le deuxième, dites-nous si la personne a des passions particulières, qui nous permettraient de vous orienter, pourquoi pas peut-être sur un jeu à licence, ou sur un jeu sur une thématique spécifique. Et enfin, dites-nous la relation que vous avez avec cette personne, parce que mine de rien, ça peut être un critère. On n'en fait pas toujours la même chose à un ami, à un collègue, à son compagnon ou à sa compagne. Bref, ça nous aidera. Sans entrer dans l'exhaustif, évidemment, l'idée d'avoir 2-3 passions nous permettra de cadrer un petit peu, de faire l'effet d'entonnoir, en fait, tout simplement, qui nous permettra de vous dire plus simplement les idées. C'est toujours ouvert, c'est toujours très subjectif, évidemment. On va même se ping-ponger entre nous sur ces jeux-là, sur les différentes propositions qu'on va faire. L'idée, justement, c'est ça. C'est vraiment de construire cet échange-là. Et puis, peut-être certains seront dans votre idée pas très adaptés. Dans tous les cas, ce qu'on vous disait, c'est prenez-le comme un premier avis, et puis derrière, construisez avec votre entourage, vos ludicaires, votre conseil à côté de chez vous, quoi. Dernier élément important, c'est Noël, donc on vous offre aussi des cadeaux à travers ce live. On revient avec 4 tirages au sort à différents moments de ce live. Un dans pas très très longtemps pour le premier. Au cours de ces tirages au sort, 4 jeux seront à gagner. Certains qu'on va présenter très très vite. Un jeu pour enfants, une nouveauté et puis deux classiques de l'année. C'est ça, deux gros classiques. Donc voilà, restez connectés parce que il y aura donc des tirages au sort. Maël vous met là dans le chat les règlements s'il ne l'a pas déjà fait.
Donc, si vous voulez prendre connaissance de plus de détails, et bien sûr, avant de lancer le tirage au sort, on vous redira la commande à taper pour que ce soit clair et limpide pour tout le monde. Moment où il faudra être hyper réactif, évidemment, c'est un tirage au sort très rapide, donc faut taper la commande tout de suite. Ça prend en compte votre participation, et il y a un de vous qui sera l'heureux gagnant du jeu qui est mis en contest. Tout à fait. Alors, si ça vous va, on va commencer. Le temps, voilà, que vous puissiez réfléchir à vos profils, aux gens que vous voulez gâter. Nous, on va vous proposer déjà quelques jeux qui nous semblent vraiment emblématiques. Et puis, qui dit Noël, c'est vrai qu'un des premiers réflexes, c'est pas le seul, Dieu merci, mais on pense peut-être d'abord à ses enfants. Donc, on avait envie de commencer par vous présenter la nouveauté enfant de Spaceco. Hop, et puis voilà qui arrive là sur les étagères de vos ludicaires. Qu'est-ce que c'est? Et puis voilà, c'est un jeu coopératif. On va jouer tous ensemble avec les enfants, mais pas que. C'est aussi jouable juste entre adultes. L'idée, c'est quand même plutôt vers les enfants que ça se dirige, à partir de 5 ans. C'est du 2-4 joueurs, donc l'idée, c'est vraiment... on a pensé le jeu un peu comme un moment familial, peut-être avant le coucher, mais pas forcément. Ça peut être évidemment à tout moment de la journée. Là, l'idée, c'est qu'on va se déplacer, on va voyager entre les îles, et chaque joueur va pouvoir proposer donc, de construire cette histoire avec un petit élément qui va à la fois positionner, parce que quand on va arriver sur une île, il va y avoir une forme à remplir, d'accord? Cette forme, elle est laissée vide, tout comme l'histoire, donc c'est vraiment une histoire avec un creux, en fait, alors c'est pas un cadavre exquis tout à fait, mais en tout cas une histoire à trous, et il faut les remplir avec des propositions, donc qui vont amener tout ça, un petit voyage qu'on construit, donc comme on vous disait, dans l'idée parents-enfants, vraiment un petit moment ensemble. 5 ans et plus, alors 5 ans et plus, on peut évidemment y jouer un petit peu avant, si vos enfants sont plus jeunes. Ce qu'il y a, c'est que l'élément de lecture permet aux enfants de rentrer plus facilement dedans. Donc 5 ans, on commence à un petit peu avoir les bases. Dans l'idée, c'est pas très grave si vos enfants savent pas encore lire. Juste, les parents liront tout haut l'histoire et ça fera que de toute façon, tout le monde sera dans l'aventure. Juste peut-être un rapide complément, effectivement, le jeu de société pour les enfants plus jeunes, on n'y pense pas toujours forcément. Autant on associe très facilement jeu de société à partir de peut-être 8 ans, mais avant, ça vient pas forcément dans l'esprit spontanément des gens, et en fait, il y a toute une série de jeux spécialement développés pour les plus jeunes. C'est notamment le cas de tout le travail que fait le studio Spaceco, et ça donne de super expériences, des moments vraiment très chouettes avec ses enfants, des temps plus calmes aussi peut-être que d'autres activités. Donc évidemment, on vous le recommande chaleureusement. Ouais, ça, 3-4 ans à peu près. C'est l'âge où on recommande de commencer. Avant, c'est vrai que c'est un peu plus délicat, mais avant, il va y avoir des jeux de construction, il va y avoir d'autres en fait mécaniques, on va dire, de jeux, enfin d'autres typologies de jeux, qui sont un petit peu plus des jeux jouets, /jouets. Mais effectivement, 3-4 ans, on commence à avoir déjà des très beaux joueurs et joueuses en devenir. Donc, évidemment, construisons le ludique de demain, quoi. Exactement. Maintenant qu'on a parlé de de la nouveauté un peu jeu enfant, on va peut-être aller sur des jeux un peu plus familiaux. Oui. Alors, on en a beaucoup à vous présenter. La bombe ludique? Bah ouais. Bombbuster? Alors, Bombbuster. Coopératif aussi, donc on passe d'un jeu coopératif à un autre jeu coopératif. Donc là, c'est un jeu en progression, c'est-à-dire que c'est un coopératif didactique, dit à campagne, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, on va donc développer notre cohérence de groupe tous ensemble. Donc on recommande évidemment de jouer avec le même groupe, mais c'est très plaisant aussi de jouer avec d'autres groupes parce que on se rend compte que les gens réagissent pas du tout pareil, évidemment, en fonction du jeu. Là, c'est 66 missions, c'est donc 11 blocs de 6 missions. Il y a un premier bloc de 6 missions qui permet de découvrir le jeu, puis au fur et à mesure, on va ajouter de la difficulté, on va ajouter des nouvelles mécaniques, et donc on va permettre au groupe de progresser en compétences. Donc il y a une vraie courbe d'apprentissage dans le jeu qui est hyper agréable. Et jeu coopératif, donc l'idée, c'est que tous ensemble, on est des démineurs, on va essayer de désamorcer une bombe. Pour désamorcer la bombe, il faut trouver le fil rouge qu'il faut couper, et on va se donner des indices très importants sans parler. Et donc, c'est là que ça devient... Autant vous dire que c'est chaud. Exactement, ça devient hyper technique, c'est-à-dire qu'il faut communiquer, mais sans parole.
Donc ça vient par des petits indices, ça vient par le langage corporel, ça vient par plein de choses. Et il faut vraiment se comprendre et arriver vraiment à capter les signaux qu'on va s'envoyer les uns les autres. Très intéressant évidemment, et là pour le coup, il a été dans plein de festivals depuis cet été, je crois, et peut-être même avant, peut-être depuis le début de l'année. Évidemment, essayez-le, mais pour nous, une évidence. Ouais, clairement. C'est vrai que c'est un type de jeu d'ailleurs. Alors pour ceux qui suivent notre blog, on vient justement de publier un article sur les jeux à tension. C'est un type de jeu très spécifique où on est en coopératif, on a tous envie de partager une aventure ensemble. Et de par la thématique, le fait d'être des démineurs, on est tout de suite immergé dans le jeu. Et ce côté, à tout moment, on est en passe de couper le mauvais fil. À tout moment, la partie s'arrête parce qu'on s'est trompé, qu'on n'a pas bien interprété l'indice de l'autre. C'est vraiment très, très, très agréable. On est dedans. Le groupe prend beaucoup de plaisir. Et c'est vrai que moi, je ne m'en lasse plus. Ouais. Donc, tous ensemble, 2 à 5 joueurs. Et comme on vous disait, pas le fil rouge. C'est le truc, ne pas couper le fil rouge, couper tous les fils, mais ne pas faire exploser la bombe. Et puis passer aux missions suivantes, progresser, comme ça, tous ensemble. Premier de la liste, et sous le sapin, évidemment. Alors, on a plusieurs réactions dans le chat. Déjà, Johan, merci, tu gères pour la transmission de l'article du blog en direct. On a eu une première question juste avant. Je remonte un peu. Maddu, je cherche un cadeau pour ma petite femme. On a pas mal de jeux Libellude, Aventurier du Rail. Elle adore l'univers Libellude. Alors moi, j'ai un jeu qui me vient en évidence, José, mais aura-t-on le même? Est-ce que par hasard, vous auriez entendu parler d'Harmonise? Oui? Non? Je laisse le pitcher, je vais le chercher. Qu'est-ce que c'est Harmonise? C'est un jeu qui est sorti un peu plus tôt cette année, donc un énorme, extraordinaire travail de Maeva sur évidemment toute la partie graphique du jeu, mais aussi sur la partie mécanique. On va essayer de construire des biomes, attirer des animaux dans des biomes, dans des habitats naturels, et on va les construire. Donc c'est un très beau travail d'édition. C'est des petites plaques de bois qui sont des éléments qui vont nous permettre donc de construire ces différents habitats naturels où on va essayer d'attirer les animaux. Comment faire? Avec du bois, on va construire des arbres. Avec du béton, on va construire de la pierre, on va construire des habitats plus minéraux. Avec de l'eau, on va construire des rivières. Et donc, au fur et à mesure comme ça, on va habiller son plateau d'autant d'éléments naturels, d'autant d'habitats. Et puis, aller chercher des objectifs, évidemment, à points, parce qu'il y a toujours, évidemment, cet objectif à points qu'on obtient en justement venant attirer les animaux chez nous. Il y a un côté évidemment, on vous le dit comme ça, très naturel, il y a un côté très graphique, le jeu est extrêmement beau et on ne se lassera jamais de le dire. La méca c'est hyper important, le graphisme c'est hyper important. Dans les deux cas, il faut arriver très souvent à trouver un équilibre où le jeu est agréable à regarder en plus d'être agréable à jouer, et là pour nous on a effectivement atteint une espèce d'équilibre parfait entre c'est extrêmement beau et c'est extrêmement plaisant. Il y a vraiment une mécanique très 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 épurée, très bien construite. Pour nous c'est une extraordinaire proposition ludique de Libellude cette année, et je crois que vous avez tous été assez convaincus. Alors j'imagine qu'on vient de me faire signe pour le premier tirage au sort. Est-ce que je me trompe? C'est bien ça. Donc, premier tirage au sort. On va vous proposer de gagner le premier jeu qu'on vous a présenté. Et puis voilà. Donc, comment faire? Maëlle, j'imagine que tu écris exactement la commande dans le chat pour que les gens puissent la voir. De mémoire, c'est Noël, point d'exclamation ou point d'exclamation Noël. C'est pour ça que je veux vérifier. Point d'exclamation Noël. Donc attention, il faudra taper point d'exclamation. Un seul mot. Oui, mais avec ou sans tréma? Sans tréma. Sans aucune, sans aucune ponctuation, sans tréma, ouais. Sans accent. Voilà, ça va durer 1 minute. Il y a un seul exemplaire à gagner, puisqu'on fait gagner plusieurs jeux pendant le live. Donc, tenez-vous prêts. Soyez rapide. 3, 2, 1, c'est parti. Point d'exclamation Noël. Et mon visuel de roue, il est passé où mon visuel de roue? Je devais être caché par un visuel de roue. Désolé. Du coup, je suis pas du tout. C'est quand il y aura le tirage au sort.
Ah, c'est après. Bon, ah oui, c'est après. Alors, je vous rassure, j'ai bien noté la question qu'il y avait juste avant, en attendant que le tirage au sort se passe. On nous a posé la question d'un jeu serein, sans conflit, pour toute la famille. Moi, spontanément, ça m'évoque deux choses. À la fois du jeu coop, parce que par définition, le jeu coopératif, il y a moins de tension, il y a moins de crispation, on gagne tous ensemble. Néanmoins, dans le jeu coopératif, il peut y avoir cette fameuse tension qu'on évoquait dans Bombbuster. Et donc, on peut aussi aller sur des jeux peut-être plus zen. Bien sûr. Donc... Alors dans le côté très très zen, on est sur la fin on est sur la fin du concours, hein, d'où petit blocage, on se dit tiens. Fin du tirage au sort. Donc on va voir la révélation du gagnant. Et on va le savoir. Le voilà, ton affichage. Ah, joli. Oh, elle est très très belle. J'adore cette roue. Ah ouais, hein, c'est plus... On évolue entre les lives. Donc, je crois que c'est les quiches, Laura. Est-ce que c'est ça qui a été indiqué par la roue? C'est bien ça, les quiches Lorraine a remporté le tirage au sort. Bravo, Donc, bravo. Du coup, envoie-nous un message privé sur Twitch pour qu'on puisse du coup récupérer les coordonnées pour t'envoyer le jeu. Donc, on revient au les jeux calmes, sereins pour toute la famille. Au jeu serein. Donc on peut aller de très très jeune, c'est-à-dire ce qu'on disait tout à l'heure, Spaceco qui a développé donc des jeux plus enfants, donc avec un attrape-rêve par exemple, où on va encore une fois essayer de construire une histoire à partir des différentes bulles de rêve qu'on va attraper au fur et à mesure. Donc, très coopératif parce qu'on est évidemment dans l'histoire, donc vraiment quelque chose de très soft, de très contenu, de très chausson. Je dis chausson au bon sens du terme, hein, pas du tout dur, quoi. Enfin, voilà, on est content avec des chaussons, tout va bien. Là, sur les différentes propositions qu'on avait, sur le côté, j'allais partir sur Unlock, mais Unlock, ça dépend. Il peut y avoir des scénarios assez tendus. Et pas forcément si serein que ça sur cet aspect enquête, justement, où ça va vous emmener parfois dans des situations d'empressement qui peuvent vous tendre sur le coopératif, mais un coopératif qui sera plus d'ambiance. On peut aller vers un Just One ou un Top 10 où on n'est pas dans des situations où on va être dans une excitation très forte. On va être plutôt dans un partage d'informations. Alors évidemment, encore une fois, ça dépend des gens qu'on a autour de la table et de l'investissement émotionnel qu'on peut... Mais c'est plus chill normalement comme type de jeu. Normalement c'est plus calme, mais on a déjà vu effectivement des parties s'envoler vers des records de tensiomètre. Donc pour ça on vous parlera des jeux en temps réel dans un second temps où là c'est tout l'inverse, on est sur le pas serein du tout. Globalement les jeux de communication, très souvent communication visuelle, communication orale, vont permettre... Dixit. Typiquement, Nouvelle Contrée, par exemple, dans les Olni, comme ça, les jeux un petit peu plus particuliers, mais on va jouer avec un livre, donc on va être vraiment dans quelque chose d'un peu plus feutré, d'un peu plus contenu. Très bien. Là, pour moi, on est sur du serein, pas mal. Alors j'ajouterais quelque chose, c'est les jeux, alors ça nous fait tous un effet différent, mais un côté serein, ça peut aussi être une certaine direction artistique qui est très très belle, très tranquille, qui nous amène dans des paysages tout calme, et sur cet axe-là, moi je pense à Refuge, le tout dernier Bombix. Alors il se trouve qu'il sort cette semaine, si je ne me trompe pas, donc c'est pour ça qu'on va pas pouvoir exceptionnellement vous l'afficher directement à l'écran sur notre site, c'est que c'est la sortie de la semaine. Par contre, on va pouvoir vous le montrer. Refuge, c'est une balade. C'est ça. On vous invite en randonnée. On part se balader il sort semaine prochaine. On part se balader en forêt, c'est un backbuilding et construit sur la mécanique du stop ou encore. Qu'est-ce que c'est le stop ou encore ? C'est en fait avancer et choisir en fait le meilleur moment pour s'arrêter avant que ne tombe le glas. Je dis ça de manière très, très dramatique, très théâtrale. En fait, avant que justement on ne soit stoppé dans sa progression. C'est assez malin la mécanique de stop ou encore. C'est vraiment la prise de risque. Jusqu'à quel point je suis prêt à aller. Et donc là, on se balade dans la forêt. L'idée, c'est d'aller voir des animaux, donc de les prendre en photo, avant que l'orage n'éclate. Et donc, il faut être rentré au refuge avant justement ce fameux orage. Donc, c'est les tuiles orage qui vont nous forcer à rentrer. Et évidemment, si on rentre sous la pluie, on aura malheureusement perdu toute la belle balade qu'on aura fait avant.
l'univers visuel, ce qu'on disait tout à l'heure, extrêmement bien travaillé. Sepio est souvent dans notre fil, donc... coucou si elle est là. Ouais, coucou, et bravo, parce que exceptionnel travail. Il y a quelque chose où voilà, on rentre directement dans la balade, ne serait-ce que visuellement. On a envie d'aller se balader, ce qui n'empêche pas derrière d'engager un petit trek Oui. en forêt pour ceux qui habitent pas loin de la forêt. Mais ouais, effectivement, on est dans une certaine sérénité, dans un certain calme et moins de tension, effectivement, que certains jeux comme ça Et puis, coopératifs. peut-être dans les derniers qui me viennent un peu du même genre, Bombix aussi, je pense à Pixies. Le côté, alors, tout petit jeu, des peuples très très mignons, là encore, il y a un travail d'illustration qui est vraiment très très intéressant. Voilà, un petit jeu de cartes serein également. C'est ça, on est sur la construction, donc on est sur un carré de cartes et on va faire des effets, on va recouvrir les cartes, donc des cartes numériques, évidemment les cartes, donc, enfin j'allais dire évidemment, non pas évidemment, mais elles vont de 1 à 9, l'idée c'est de cumuler le maximum de points, comme vous le voyez, certaines ont des croix, certaines ont des petites spirales, les spirales sont des points, les croix sont des malus, donc l'idée c'est d'arriver à faire le meilleur tableau possible. C'est visuellement très travaillé, comme le disait Marie, il y a quelque chose de très riche en visuel. D'ailleurs, il y a des concours en ce moment pour gagner des figurines qui ont été faites par le sculpteur de figurines. Sympa, je savais pas. Restez alerte, il y a différents influenceurs avec qui on travaille en ce moment qui proposent de faire gagner ces figurines superbes. Mais ouais, très belle proposition ludique et aussi très bon format, c'est-à-dire vraiment ce petit format compact. Parfait pour l'emmener en voyage, parfait pour y jouer à peu près n'importe où. C'est vraiment très, très facile. Et puis Nestala Secret Pouki, Santa, bien sûr. exactement, quelqu'un dans le chat, Nestala Pouki l'a fait remarquer, exactement, ça fait partie des petits cadeaux qu'on glisse très facilement. Ouais, bien sûr, ouais, bah, comme un peu tout ce qu'on a mis là, c'est vraiment du Secret Santa, vous pouvez y aller, quoi. C'est fait pour. Je vois une réaction de Togepi Board Game. Je suis tout à fait d'accord. Un Tokaido aussi, pourquoi pas. Les jeux d'illustration qui nous emmènent aussi dans des territoires très calmes. D'Asie, on pense à Tokaido. On pense aussi, pourquoi pas, à Momiji. Il peut y avoir plusieurs jeux comme ça, très zen, de par leur direction, là encore, artistique, de par leur mécanique de jeu même, qui sont pas toujours directement dans la confrontation ou l'affrontement, mais qui plus vont être sur d'autres leviers. Ouais, complètement. Et puis après, il y a vraiment ce côté zen qui est très travaillé. Alors sur du 2 joueurs, on peut glisser vers du Niwashi par exemple, où on va essayer de se transmettre des informations, encore une fois sans se parler, puisqu'on est dans un jardin zen et que là l'idée c'est d'être bizarrement le plus calme possible. Oui. Donc un jeu où on va recouvrir les tuiles pour essayer de construire l'objectif que l'un et l'autre a. C'est des objectifs en miroir, c'est-à-dire que quand on joue à deux, ce qu'on essaye de réussir, c'est l'objectif que notre compagnon a dans les mains. Et donc, comme on ne parle pas, faut arriver à deviner à travers différents indices la manière dont on va positionner nos propres tuiles. Enfin, il y a quelque chose de très fluide qui vient du jeu, qui effectivement appuie encore ce côté serein et très malin aussi. Donc, ouais, bizarrement, le jeu serein, on va souvent vers pas de parole. Il peut y avoir les deux, effectivement. Soit vraiment des purs jeux de communication, soit des jeux où, au contraire, tout est calme et posé. C'est ça, ouais, c'est ça. Je vous propose qu'on revienne également à notre liste des nouveautés 2024, puisqu'il y en a quand même quelques-unes qu'il faut impérativement qu'on vous présente. On peut pas ne pas le faire. Moi, j'aimerais qu'on vous parle d'un des jeux qui va forcément se retrouver sous le sapin de beaucoup de gens, notamment, mais pas que, des amateurs de Lego. Est-ce que vous avez entendu parler de Monkey Palace ? Moi, ça me dit quelque chose, mais normalement, vous aussi. Il y a des chances parce que ça fait quand même quelques mois qu'on en fait la communication sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. Première collaboration Asmodée Lego. Je te laisse nous en dire plus, José. Alors, il y a une gamme qui a été annoncée il y a quelques temps déjà, donc c'est le premier d'une série de jeux. L'idée, c'est de construire un palace. Comme l'indique le titre. Comment faire ? On va récupérer des pièces à la fin de son tour de jeu.
ces pièces, elles vont nous permettre de construire des arches. Les arches, on va les superposer les unes aux autres, s'appuyer évidemment sur ce qui a été construit par nos compagnons de jeu, pour monter le plus haut possible, faire monter le singe qui va en plus bloquer nos adversaires, ce qui est toujours amusant. Là, c'est moins serein tout à coup. Ça, c'est moins serein, évidemment. Il y a un petit peu plus de coups de Trafalgar. Là, l'idée, c'est surtout d'aller cumuler des points, donc des bananes, hein, qui vont nous permettre de remporter la partie. Ce qui est hyper intéressant, c'est vraiment que cette construction, elle va toujours se faire très différemment d'une partie à l'autre. On n'aura évidemment jamais le même palace d'une partie à une autre. Il y a des pièces qui ont été faites uniquement pour le jeu. Alors, pas les formes, hein, vous allez les retrouver, vous avez déjà vu ces formes-là dans d'autres boîtes de Lego, mais cette association forme-couleur, pour certaines pièces, est vraiment unique à cette boîte. C'est vraiment quelque chose qu'on a voulu mettre en avant. Et la proposition ludique, nous, on l'a trouvée hyper intéressante parce que, justement, on est à la fois dans le plaisir de faire du Lego, de construire un Lego ensemble, mais aussi dans ce côté très compétitif du jeu où je vais essayer de scorer un petit peu plus en peut-être thésaurisant mes pièces. Je suis prêt à passer un tour sans construire, mais le tour d'après, je vais construire une arche beaucoup plus haute. Et donc être assez opportuniste, assez malin pour un petit peu dépasser les adversaires, les coiffer au poteau, quoi. Et oui, donc ça forcément, il fallait qu'on vous en parle. C'est un 10 ans et plus, point important. Et peut-être autre critère important, c'est de 2 à 4 joueurs. Donc voilà, ça clarifie un peu. Ouais, c'est ça. Si vous êtes 5, il faudra jouer un autre jeu. Un autre jeu dont il faut qu'on vous parle impérativement, avec Ferreric. Pardon c'est parti pour les faits. Pour la réaction. Ferreric, on adore Ferreric. On adore tous les jeux. C'est très compliqué à vivre au quotidien, tout cet amour du ludique. Tant de bibliothèques remplies. C'est ça. Et si peu de place. C'est surtout ça le problème. Ferreric, qu'est-ce que c'est? Donc on vous disait un jeu, alors pas du tout coopératif. Là on est dans du compétitif. Nous jouons des fées et nous allons essayer d'ensemencer la champignonnière dans laquelle nous vivons. Pour ce faire, on va passer de champignonnière en champignonnière. Tous autour de la table, on va faire se balader nos fées au fur et à mesure. Ce qui est évidemment extrêmement rigolo, c'est qu'en fonction de l'endroit où notre fée va arriver, elle va ensemencer un champignon, mais peut-être nous bénéficier à nous, ou bénéficier à nos adversaires. Donc c'est hyper intéressant parce que non seulement on va essayer de construire son meilleur point, mais comme on donne aussi des points aux autres, il va falloir essayer de trouver le meilleur équilibre entre construire énormément de champignons différents et puis maximiser les champignons qu'on a pour bénéficier de certaines couleurs et maximiser les points qu'on va avoir. Je dis maximiser évidemment, que ça ne vous fasse pas peur, le jeu est très accessible. En fait, l'idée c'est qu'il a une très belle courbe d'apprentissage et donc on va pouvoir y jouer soit avec un public un petit peu moins connaisseur, un petit peu moins habitué au jeu, mais qui va y jouer beaucoup plus en prenant en main, en fait, en embrassant le chaos, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on va jouer les cartes sans trop savoir ce à quoi les autres jouent. Et on peut aussi y jouer avec un côté beaucoup plus bluff et beaucoup plus, j'essaye de deviner ce que les autres vont jouer et jouer en fonction d'eux pour essayer de me placer au mieux. Donc il y a diverses strates de jeu qui sont possibles. Encore une fois, comme vous le voyez, un univers très 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 coloré, très graphique, qui participe beaucoup au plaisir de jeu. Parce que là, on voit vraiment ces champignons éclore dans tous les sens. Enfin, il y a vraiment quelque chose de très plaisant. Pour nous, un gros plaisir de jeu. Vraiment, on l'a très souvent sorti, marche très très bien. On adore. On nous demande l'âge, c'est 8 ans et plus. 8 ans et plus, 4 joueurs, 2-4 joueurs. Et les parties, on va être 40 minutes, quoi. 30 grosses minutes, mais ouais, plutôt 40-45 minutes. Autre jeu immanquable cette année. Alors, qui dit jeu, 2 joueurs. Parce que oui, on peut vouloir jouer avec son compagnon, avec son pote de toujours, avec son coloc, ou même avec sa fille ou son fils, n'importe. Oui. Succès de l'année, licence incroyable, auteur incroyable, n'en jetez plus. On vous parle évidemment du nouveau duel Seigneur des Anneaux. Oui, vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit. Hein. Seigneur des Anneaux, duel pour la Terre du Milieu.
Pour ceux qui connaissent Le Seigneur des Anneaux, vous allez retrouver un petit peu les différents grands moments, on va dire, de la saga. C'est-à-dire que donc, c'est un jeu en opposition. L'un de nous va jouer la communauté de l'anneau, l'autre va jouer Sauron et ses troupes obscures. Il va y avoir 3 manières de remporter la partie. Il va y avoir la course à l'anneau, c'est-à-dire que la communauté de l'anneau va essayer d'aller jeter l'anneau à la montagne du destin pour le faire fondre, alors que Sauron aura envoyé les Nazgûl pour essayer d'appréhender les 2 petits fuyards, Frodon et Sam, et de les attraper avant que ça n'arrive. Il y aura évidemment un aspect un petit peu plus tactique, un petit peu plus stratégique, donc de terrain, c'est-à-dire la prise de terrain, en envoyant les troupes de l'une ou l'autre faction pour envahir les différents territoires, en tout cas les assouvir ou les protéger, en fonction évidemment du parti qu'on prend. Et puis l'alliance des peuples. Si on arrive à réunir l'alliance des différents peuples qu'il y a dans la Terre du Milieu, on a réussi à remporter la partie. Donc c'est évidemment celui qui arrivera le mieux à tirer son épingle du jeu qui s'en sortira. Comme toujours dans les jeux de joueurs, la grande tension du jeu vient du fait qu'il y a une vraie mécanique de blocage. Ce que je vais faire va te contraindre à jouer d'une certaine manière, et donc toute l'idée est d'arriver comme ça à se coincer, à se prendre les meilleures cartes. Donc la base mécanique, grosso modo, du jeu est sur Seven Wonders Duel, que vous connaissez, et a été développé en fait à travers plein de mécaniques différentes pour construire vraiment une proposition ludique assez nouvelle et assez différente du duel, pour avoir vraiment deux jeux qui sont très différents. Il y a vraiment une immersion là dans la saga qui vous emporte ailleurs. Mais je rebondis là-dessus parce que c'est vrai que moi c'était une des questions que je me posais du fait d'avoir passé des heures incalculables sur le duel, on va dire première version. Comment l'expérience est renouvelée? Est-ce que véritablement c'est un peu différent? Pas du tout. En fait, ce qui est génial, c'est que c'est véritablement différent, même si la base mécanique ressemble beaucoup à Duel, ce qui en vrai est facilitant parce que du coup, en termes de règles, on se sent très vite à l'aise et on comprend très vite comment jouer. Le fait qu'il y ait ces conditions de victoire différentes, le fait que le jeu soit asymétrique cette fois, qu'on ait d'un côté Sauron, de l'autre la communauté de l'anneau, et que du coup, on n'ait pas les mêmes enjeux en tant que joueur. Le fait d'avoir aussi évidemment la licence, tout ça fait qu'on se sent immergé différemment et qu'on a beaucoup de plaisir. En tout cas, moi j'ai eu beaucoup de plaisir à redécouvrir Duel sous une forme finalement très différente. Et donc, puisqu'on parle de Duel, c'est le bon moment de le faire gagner. Exactement. Si j'ai bien compris les différentes petites indications des lutins, qu'on reçoit. Des lutins cachés off-screen. On va lancer le concours, donc il va falloir être rapide et prompt à envoyer sa commande. Donc c'est toujours pour tenter de gagner. Point d'exclamation Noël, toujours la même commande, 1 minute pour gagner le jeu. C'est parti ? C'est parti. Donc c'est maintenant, comme on vous disait, cette immersion dans le monde de Tolkien. Alors évidemment, nous, Tolkien, c'est un monde qu'on apprécie tout particulièrement. On a développé de nombreux jeux sur cette licence-là, et il y en a encore beaucoup à venir, parce que c'est une licence qui est quand même chère à nos cœurs. C'est vraiment une licence qui a émergé en plus au grand public depuis la série sur Prime. Il y a vraiment une ouverture maintenant, et les films effectivement, de Peter Jackson, et qui avait remporté un très grand succès. Donc nous, c'est avec grand plaisir qu'on voit aussi toutes les différentes manières, parce qu'on parle souvent des jeux à licence. Back in the days, donc il y a vraiment longtemps, on avait tendance à considérer que les jeux à licence, hop, c'est fini le concours. Que les jeux à licence, c'était un peu de la facilité. Aujourd'hui, on se rend compte qu'à l'inverse, il y a un vrai travail de développement pour avoir un jeu qui soit dans l'immersion, mais qui respecte à la fois la licence, mais qui ait une proposition ludique qui est riche et qui mette en fait tout le monde d'accord. Et ça, c'est quelque chose d'hyper appréciable. Il y a vraiment quelque chose qui a un petit peu changé dans notre approche de la licence. Je suis désolée, je t'interromps juste pour annoncer le gagnant, Super Nono 1217, qui donc remporte ce magnifique jeu.
bravo à toi. Est-ce qu'on les envoie avec du papier cadeau, les jeux? Je sens que Maëlle va adorer ta question. Alors, il y avait un point d'interrogation à la fin, hein, il n'y a pas du tout de... Pourquoi pas? Alors, honnêtement, je suis prêt à faire des papiers cadeaux, j'aime bien. Vous aurez un jeu avec emballé. Avec plaisir, avec un petit liseré. Bon, je vais m'appliquer, promis. On continue du coup sur les jeux dont on voulait vous parler sur cette année 2024. On a déjà évoqué Duck Cover, qui était un peu une des nouveautés jeux d'ambiance. Est-ce qu'on irait sur un Captain Flip? Très bonne idée, le Captain Flip. Alors, on dit Captain Flip, alors du coup, vous allez dire, oui, c'est pas très Noël, parce que pirate. Pirate, c'est toute l'année. Il y a pas de... C'est comme les glaces, on en mange toute l'année. Bah, les pirates, c'est pareil. Captain Flip, il est sorti à Cannes. C'est le premier jeu de Playpunk qui est arrivé cette année. Pour nous, il a mis tout le monde d'accord, c'est-à-dire que c'est un très bon moyen de mettre enfants, ados, adultes, seniors, tout le monde autour de la table. Tout le monde va y jouer très facilement. On va piocher dans un sac une tuile. Cette tuile, soit on la met sur son bateau, soit on la flippe, d'où le nom Captain Flip. Et il y a tout cet aspect prise de risque. Est-ce que ce rôle qui me plaît, mais qui peut-être ne va pas scorer autant de points que je pourrais scorer, vu mon bateau et vu où je dois le poser, je prends le risque de le retourner sans savoir évidemment ce que je vais avoir de l'autre côté. Par contre, si je prends le risque de le retourner, je garde cette nouvelle face et je dois me débrouiller avec. Ça peut être des malus, ça peut être des bonus. Il y a ce côté frisson comme ça quand on retourne qui est très très bien. Et après, c'est des petites combinaisons de points en fonction des personnages qu'on va avoir. Ils vont faire des points soit quand ils sont entre eux, soit ils résonnent avec les autres, soit en fonction de leur position sur le bateau. Donc va falloir être malin, utiliser le bon personnage au bon moment en fonction de ce qu'on aura pioché, et puis être évidemment très opportuniste. Et là, il y a un côté vraiment hyper appréciable dans le jeu, hyper réjouissant tout de suite. Il y a pas, on n'est pas dans le calcul, on est vraiment dans j'ai tenté, ça a marché, c'est super, et gros pic ou alors descente aux enfers, ça marche pas du tout, la stratégie fonctionne pas. Mais même quand la stratégie fonctionne pas, ce qu'il y a de bien, c'est que le flip d'une tuile peut remonter complètement une partie qui semblait un peu perdue, et hop, on revient dans le score, on revient dans le back in the game, et on arrive comme ça à remporter sur le fil. Donc il y a vraiment quelque chose d'immédiat dans ce jeu que nous on a adoré et qu'on vous recommande vivement. Et hop, je le raye. Est-ce qu'on enchaînerait sur Survive the Island? Très bonne idée, Survive the Island. Alors, Survive the Island, qu'est-ce que c'est? Vous avez connu peut-être à une certaine époque The Island, qui était un jeu de famille, pas du tout familial. Pourquoi on dit pas du tout familial? Parce que c'est un jeu de coups bas. Et donc là, c'est plutôt le jeu au moment du café, quand il faut se battre pour le dernier chocolat qu'il y a dans la boîte. C'est Survive the Island qu'il faut sortir, qui est donc la nouvelle version de The Island. Là, l'idée, c'est de sauver nos naufragés qui sont sur une île qui est en train de passer sous l'eau. Donc, comment on fait? On monte sur des bateaux comme on peut, on part à la nage et on essaye d'atteindre la terre ferme de l'autre côté, donc dans les coins du plateau. Sauf que, tragédie, les autres, ils n'ont pas du tout envie qu'on aille au bout et qu'on sauve nos naufragés. Donc ils vont envoyer des monstres marins, des requins, tout ça pour essayer d'empêcher que nous atteignions la terre ferme et en même temps essayer, eux, de l'atteindre. Donc très, très marrant. Ça, vraiment, on ne se lassera pas de le dire, c'est un jeu où, faut le dire, on prend plaisir à faire des coups bas à nos amis, aux membres de notre famille, tout ça. C'est un peu taquin. Voilà, c'est taquin. Donc, gros plaisir aussi pour les enfants à massacrer les naufragés des parents. Ouais, il y a vraiment quelque chose de très, très, très dur. Vous verrez vos enfants sous un autre jour. Ou vos amis, vos collègues. Très facile à prendre en main parce que les règles sont vraiment très très simples. On va déplacer ces bonhommes, retourner une tuile, lancer un dé. C'est on ne peut plus simple en termes de règles. C'est à partir de 8 ans jusqu'à 5 joueurs. On disait tout à l'heure,
Jusqu'à 5 joueurs, on est sur 45 minutes de partie à peu près. Peut-être les premières, comme toujours. Première partie, prenez en compte qu'il y a toujours un petit peu plus de temps, le temps de se familiariser avec les règles. Ça vaut pour tous les jeux, hein, c'est toujours un petit peu plus long. Mais ouais, celui-là, on le recommande pareil chaudement. Moins calme Oui. que la proposition sereine qu'on disait tout à l'heure. Celui-là, ouais, voilà, moins serein. Alors presque une thématique de jeu sur lequel on n'est pas encore allé, mais qui marche beaucoup ces dernières années. Nous, c'est vrai qu'on s'est rendu compte, que ce soit via le blog ou les réseaux sociaux, qu'on nous posait pas mal de questions dessus. C'est les jeux à enquête. Les jeux à enquête, c'est intéressant parce que souvent, c'est des jeux coopératifs. Donc, on joue tous ensemble. On essaye de découvrir le fond du mystère tous ensemble. Et puis, il y en a maintenant vraiment de différentes sortes. On en a deux grandes nouveautés là cette année qu'on veut vous présenter. La première, c'est peut-être le dernier Unlock. Vous connaissez forcément déjà la gamme Unlock. Je crois que j'avais mis que le Unlock Kids à portée de main, donc il y a la version enfant, mais vous connaissez aussi les plus grandes boîtes d'Unlock. Si, la toute dernière. Donc, à chaque fois, le principe d'une boîte, pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout la gamme, on est sur 3 scénarios différents. Chaque scénario a un niveau de difficulté différent. Si vous n'avez jamais joué à Unlock, vous commencez par le scénario numéro 1, puis le 2, puis le 3. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que chaque scénario aussi a vraiment une ambiance et une immersion, une histoire qui n'aura rien à voir avec les autres. Et le principe, c'est que sur la base un peu des escape games, que vous connaissez peut-être pour en avoir déjà joué physiquement dans des salles, Unlock, c'est un escape game maison, au sein d'une boîte donc, de jeux de société. Et la magie de ce jeu, c'est que le principe de se dire un escape game à la maison, bon, c'est quand même pas tout à fait la même chose. Est-ce que sur un plateau, ça va marcher? Est-ce que je vais être autant immergé? Est-ce que je vais être autant dedans? Eh bien oui, c'est vraiment le tour de force de ce jeu-là. Alors par plein de mécaniques, déjà par aussi l'existence d'une application qui est liée au jeu, qui rajoute une musique, qui rajoute un timer, qui rajoute parfois des effets. C'est ça, des éléments qui vont arriver, des machines qu'on va faire, donc qui sont des énigmes qu'on va faire sur son portable. À l'inverse, dans Unlock Kids, le but étant de justement ne pas aller sur cette partie écran, puisque pour les enfants, on préfère qu'ils soient un peu off-screen, un peu hors écran. Donc les deux ont été vraiment développés très différemment, hybrides pour le Unlock, on va dire famille, et pour le Unlock Kids sans écran. Exactement. Donc Unlock, vraiment, c'est un grand classique. On nous indique, on aurait failli oublier, que la toute dernière version short. Alors, les shorts, c'est pour emporter très facilement n'importe où. Vraiment, vous partez en week-end, vous n'avez pas de place dans votre valise, ça prend pas de place. Et ça vous permet de jouer en plus dans un temps qui est condensé, puisque les shorts sont un tout petit peu plus courts, à un scénario. Donc là, on a le dernier qu'on vous présente, le Sherlock. Le Sherlock, ouais. Et puis, effectivement, j'ai vu que Cad Atlas nous l'a mis dans le chat. On a également un autre type de jeu à vous présenter, qui est Perspective. Alors, je vois qu'on n'a pas la toute dernière boîte avec nous, puisque la toute dernière, c'est la bleue. Et pas la bleue, mais... Il y en a 2. Vous aurez compris. Hop. Donc l'intérêt de Perspective, par rapport à Unlock, on n'est pas exactement sur le même... c'est dans les deux cas un jeu d'enquête, coopératif, mais néanmoins, on ne va pas jouer tout à fait de la même manière. Dans Perspective, ce qui va se passer, c'est que chaque joueur va avoir des indices différents. Visuellement, sur, on va dire, toute une série d'illustrations, il va avoir des scènes qui lui sont représentées, en face les autres joueurs également, et le but, c'est d'arriver à se décrire ce que chacun voit pour faire émerger quelque part la vérité de l'enquête qu'on est en train d'essayer de creuser ensemble. C'est vraiment très intéressant, ce côté communication, ce côté où chacun ne voit pas les mêmes choses. Là encore, c'est proche de ce qu'on vit dans un escape game. Il y a beaucoup d'escape games physiques qui reposent un peu sur cette mécanique de une partie du groupe est dans une pièce, une partie du groupe est dans l'autre. Tout le monde n'a pas la même info. Ouais, c'est ça. Il faut réussir à mettre le doigt sur quel est cet élément que je dois apprendre à communiquer à l'autre groupe pour que ça infuse. Ouais, puis là, il y a un rebond, évidemment, parce que la manière dont on va décrire les indices qu'on voit, enfin les indices ou les scènes qu'on voit, vont un peu faire tilter ou pas nos compagnons de jeu
en fonction de ce qu'eux-mêmes voient sur leurs indices. Donc il y a une vraie construction comme ça commune. On le dit souvent, effectivement, cette progression aussi de groupe, plus on joue ensemble, plus on acquiert aussi cette malléabilité qui nous permet d'être de plus en plus efficace et de plus en plus fort sur les scénarios d'enquête. 2 à 6 joueurs, parce qu'on n'est pas... Oui. Nous, on joue souvent à 4, mais c'est pas du tout limitant. Il y a vraiment... c'est fait pour être assez large. Faut compter 90 minutes, quoi. C'est des scénarios assez longs. Enfin, en tout cas, c'est des scénarios qui prennent effectivement un certain volume de temps, qui sont aussi construits en campagne. On a divers chapitres. Donc il y a comme ça toute une enquête qu'on va dérouler au fur et à mesure. Hyper plaisant, et puis surtout ce qui est intéressant, c'est ça, c'est d'approcher complètement différemment cette mécanique du jeu d'enquête qui aujourd'hui est vraiment une énorme niche du jeu. C'est devenu un segment très très fort du jeu de société, le jeu d'enquête. Chez nous, vous connaissez, il y en a évidemment. Il y en a plein d'autres. On peut en citer des dossiers criminels, des crime zones. Ouais, des crime zones. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a même Behind, dont on vous parlera tout à l'heure, qui commence à tourner aussi autour de ça, du jeu d'enquête. Et puis la richesse, c'est que on aime l'enquête, et ben on va l'approcher sous un angle plus énigme, sous un angle plus communication, sous un angle plus ambiance, stratégie. Il y a aujourd'hui une proposition qui est riche, quoi, qui est vraiment très très riche. Alors je me permets, pour tous ceux qui seraient arrivés en cours de route et qui n'auraient pas eu l'introduction, n'hésitez pas à nous adresser aussi, encore une fois, vos questions en direct et vos profils. Vous avez envie de gâter votre fille de 12 ans qui est ado, et pour l'instant, réussir à l'accrochage des jeux de société, c'est pas toujours très simple. Je sais pas, moi, votre cousin ou votre frère qui est très très fan de politique, avec lequel vous engueulez tout le temps parce que vous n'avez pas les mêmes opinions, et bien il y a des jeux politiques et historiques. Enfin voilà, il y a plein de types de profils différents. N'hésitez pas à nous dire, vous, ce qui correspondrait. Alors, Behind est juste derrière. Oui, Behind est juste derrière. Transition. Behind, la suite des jeux d'enquête. Behind, c'est la nouveauté de cette semaine, si je ne me trompe pas. Oui. Donc on disait jeu d'enquête, Behind. Jeu d'énigme, en tout cas, on va essayer en fait de découvrir ce qui se cache derrière toutes ces tuiles. Comment on fait ? C'est on ne peut plus simple. On a une enquête, des tuiles, on les étale sur la table, et l'idée, ça va être de reconstruire la scène. Comment on reconstruit la scène ? En agençant comme on peut les tuiles ensemble. Une tuile, c'est 4 côtés, donc forcément, la manière dont on la tourne ne va pas donner la même chose. On va essayer donc de construire ce tableau sans savoir exactement où on va, et en essayant de déduire à partir des différents regroupements. Évidemment, ça a été fait de manière à ce que ce soit un peu malin, à ce qu'on place certaines tuiles à différents endroits, et puis évidemment on va se tromper, on va faire en sorte on va découvrir au fur et à mesure qu'on déroule que ça ne va pas, finalement il faut le construire différemment. Une fois qu'on est tous d'accord, qu'on se dit on a le résultat final, c'est sûr, c'est ça, c'est comme ça, on retourne et on voit ce qui se trouve derrière, donc le behind, le derrière de la scène. Une fois qu'on a tout retourné, normalement la scène nous donne le contexte. Tintin. Si la scène n'est pas correctement remplie, on a raté l'épreuve, on n'a malheureusement pas réussi à reconstruire. Et là, on va essayer donc du coup de revoir ce qu'on a raté. Il y a 3 scénarios à l'intérieur de la boîte, par 3 illustrateurs différents. Donc il y a aussi cet aspect qui est très clin d'œil d'un Pierrot à un Martin. On va pas évidemment avoir le même coup de crayon, donc on va pas approcher le scénar de la même manière. Il y a ce côté comme ça très, très différent qui se fait, ne serait-ce que tout de suite au niveau du crayon. Maud qui fait la 3e enquête. Alors pardon, Martin Wittberg, Maud Chalmel, Pierrot Lalune, pour les trois dessinateurs. Pour nous, pareil, ce qu'on disait, il y a vraiment quelque chose, parfois, on ouvre une boîte et il y a quelque chose de très évident où on se dit « c'est une idée extrêmement simple,
Et comment est-ce qu'on n'y a pas pensé avant tellement c'est percutant. Voilà, le coup de cœur arrive sur le fait que on est percuté par un jeu où on se dit voilà, ça c'est juste ce qu'il faut et c'est parfait, ça tient tout seul dans cette petite boîte, quoi. Donc on recommande évidemment. Pareil, Secret Santa, oui, c'est un petit Secret Santa, c'est un bon Secret Santa. Alors on a deux questions. Maintenant ? Ah bon, alors maintenant, on reviendra sur les questions après. Puisqu'on vient de vous présenter Behind, eh bien c'est le prochain jeu à gagner. Donc c'est parti pour le tirage au sort. Si vous voulez acquérir cette petite merveille, là encore, point d'exclamation Noël. Dites-moi quand c'est bon, les amis. C'est vous qui nous dites. Je suis à 3. Mais... C'est parti. Ouais, c'est parti. 3, 2, 1. Donc c'est maintenant, évidemment, point d'exclamation Noël. On vous rappelle, pas de tréma, sans accent, rien. L'idée, c'est que pendant 1 minute, vous le tapez, vous êtes tiré au sort, vous gagnez la boîte. Je le rappelle, je ferai avec mes petites mains agiles tu ne seras pas tout seul. Bon, par contre, je fais des très beaux paquets cadeaux. Mais c'est ce que j'allais dire. Il vaut mieux, par contre, que je ne gère pas l'intégralité du Cupaco parce que moi, c'est moche. Vraiment, c'est moche. Ah non, moi j'aime bien faire le paquet cadeau. Et puis en plus, je trouve qu'il y a vraiment un truc de... c'est déjà une partie du plaisir d'offrir un cadeau que de faire le C'est paquet beau ce cadeau. que tu dis. Je dis ça, si j'en avais 500 à faire, je dirais pas ça. Hein. J'en ai eu 500 à faire, voilà, à l'époque. Mais non, mais il y a quelque chose d'assez sympa avec le paquet cadeau. C'est vrai, j'aime bien. Alors, c'est fini. On va avoir le résultat dans un instant. Bravo à tous d'avoir participé, évidemment. J'adore cette animation. Je m'en lasse pas. C'est un truc exceptionnel. Hop, hop. Je peux me cacher derrière, je peux sortir. Par contre, alors, j'ai cru voir le nom, mais comme c'est quand même assez loin, je voudrais pas me planter en n'annonçant pas la bonne personne. Shkampou. Que je crois reconnaître d'ailleurs, et je suis quasi sûre que tu étais là également dans notre live précédent. Donc bravo à toi. GG pour Behind. Je reviens donc sur les questions. On nous en a adressé 2. Il y en a une sur laquelle j'ai eu un doute, et je vois que Maëlle a répondu également dans le même sens, sur est-ce que les énigmes en bois sont sympas, et si oui, laquelle vous conseillez? Les boîtes énigmes en bois, est-ce que ça te dit quelque chose? Les boîtes énigmes en bois? Et toi aussi, tu as un non, doute? Ça me parle pas. Alors, on veut bien des précisions. Alors, boîte énigme en bois, il y a eu pendant un certain temps, effectivement, une vague. Moi, je l'ai approché plutôt par des influenceurs qui recevaient des boîtes, mais alors c'était des marques. Je pense à Riot Games, par exemple, qui a fait une boîte, c'était pour le lancement de Runeterra, où il y avait effectivement tout un ensemble d'éléments à débloquer, et effectivement, il y a eu la commercialisation de boîtes un petit peu plus restreintes, enfin de cubes presque un petit peu plus restreints. Après, on en a... Les Clubox. Les Clubox, alors pour le coup, ça je ne saurais pas vous dire. C'est pas chez nous. Alors, c'est pas chez nous, et c'est moins quelque chose que je fais, alors, parce que moi j'aime bien le côté communication du jeu d'enquête. Là, c'est vraiment presque plus un casse-tête. D'accord. On peut le faire à plusieurs, hein, évidemment, c'est pas le problème, mais le côté manipulation est un peu plus compliqué, quoi. Mais dans tous les cas, les jeux d'enquête, c'est bienvenu, ça met notre cerveau dans un certain mode d'approche, donc c'est plutôt plaisant dans cette gamme comme ça. On a assez peu de titres hein, dans ce genre-là qui collent avec cette partie-là. On est plus sur le côté table. Nous, sur cette partie comme ça, presque casse-tête, on va aller plus sur Perplexus. Oui. On va aller sur des propositions comme ça, ludiques, un petit peu plus qui se décalent un petit peu vers le jouet, quoi, finalement. Mais bon, Perplexus, évidemment, on recommande, mais c'est plus de la dextérité, un peu moins de l'enquête, quoi. On est moins là-dessus. Une autre question, quel est le jeu à rôle caché le plus sympa pour jouer avec des enfants, que nous écrit Smash7? Il y a le... avec des majuscules, jeu à rôle caché. Enfin, si vous n'en avez pas entendu parler cette année, vraiment... Faut faire un effort, là. C'est que vous n'êtes pas sorti de chez vous.
parce qu'on a quand même fait des efforts. Loup-garou, vraiment. Alors, Il y a la version vilain. il y a la version vilain, effectivement, Disney, Je vais la chercher. qui Qui est bien pour les qu'on a lancé l'année dernière. Alors, Loup-garou, on va tempérer dans le sens où, évidemment, si vous lancez une très très grande partie avec beaucoup de rôles différents, pour les enfants, ça peut être un petit peu confusant, mais à partir du moment où vous restez sur les mécaniques de base, c'est-à-dire vraiment le village de base du Loup-garou de Tiercelieu, donc on joue jusqu'à 18 joueurs à peu près, là il n'y a vraiment aucun problème. Aujourd'hui, c'est rentré tellement dans le commun, vraiment dans le langage de base, on va dire, dans la base commune, que là normalement... tout le monde connaît. Il y a beaucoup de jeux à rôle caché, évidemment, parce que il y a en fait un côté très... on se raconte une histoire ensemble, qui est constitutif, entre guillemets, de ce genre de jeu, et qui fait que ça vient aussi... Ce plaisir-là se construit là. C'est-à-dire que, typiquement, dans le Loup-garou de Tiercelieu, c'est un peu la bête du Gévaudan. On joue à se faire peur en racontant l'histoire au coin du feu. Il y a vraiment cette partie-là qui sous-tend un petit peu le jeu. Donc ça, pour le coup, je pense qu'il y a vraiment... c'est la base pour moi du jeu à rôle caché. Mais il y en a beaucoup d'autres, hein, évidemment. Je vois qu'a été cité dans le chat Mafia des Coups-Bas, c'est sûr que c'est un super jeu à rôle caché. La toute petite difficulté, c'est vrai que vu la thématique, je l'aurais moins associé directement enfant plus ado. C'est ça, je mettrais moins les enfants dessus. Mais par contre, c'est un très très bon jeu de rôle à rôle caché. Ouais, tout à fait. Le truc, c'est que pour les enfants, on est toujours là-dessus. C'est-à-dire que tenir un rôle caché, souvent, ça demande à la fois du bluff, du double guessing, parce qu'il va falloir deviner qui il y a en face. À l'époque, par exemple, on avait sorti Mascarade chez Repos, qui était un jeu à rôle caché très chaotique. On cherchait un peu justement le jeu d'ambiance et essayer de dynamiter un petit peu le jeu à rôle caché. Mais c'est pareil, pour les enfants, c'est peut-être un peu plus compliqué. Là où, quelque part, avec le Loup-garou de Tiercelieu, tu rentres dans des chaussons, ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a vraiment un côté où, comme tout le monde connaît, c'est un peu plus facile d'y aller. Et puis, c'est ça, on ira plus vers l'ado pour tout ce qui est bluff, et puis essayer de deviner qui veut quoi, pourquoi ils me disent ça, qu'est-ce qu'ils veulent derrière. Évidemment, on recommande à ceux qui ne l'ont pas vu, et le film Loup-garou de Tiercelieu, donc le film qui est sur Netflix, et le programme de flux qui est sur Canal+, Loup-garou de Tiercelieu aussi, évidemment, par Fary et Panayotis Pasco. Vraiment des très très bons divertissements à voir. Vraiment, ça vous permet de découvrir Loup-garou sous un autre angle. C'est très très bien. J'aimerais trouver Alors, donc Basileus Le Glauler qui nous écrit: j'aimerais trouver un jeu pour mon père et sa compagne à mise en place rapide et à forte rejouabilité. Ils s'affrontent beaucoup aux dames chinoises et je voudrais leur proposer autre chose en 1 contre 1. Si vous avez des suggestions, je prends. Alors, mise en place rapide, forte rejouabilité et 2 joueurs. Il y a quand même cette notion-là qui est importante. Est-ce qu'on n'irait pas sur un Splendor Duel, par exemple ? J'allais partir sur Abalone, mais Splendor Duel, c'est bien. Dans la catégorie grand classique, c'est vrai qu'on vous a parlé tout à l'heure de Seven Wonders Duel revu en Seigneur des Anneaux Duel où les mécaniques ont été revues. Splendor a fait également ce même exercice l'an dernier, en fin d'année dernière, je crois, si je ne me trompe pas, tout aussi réussi. Donc c'est vrai que si vous connaissez déjà le Splendor, il y a toujours là encore cette même question du j'ai déjà Splendor qui me permet de jouer à plein et à 2 Splendor Duel. Eh bien oui, parce que véritablement, c'est pas juste une version plus petite, c'est bel et bien une version avec des mécaniques repensées pour rendre l'expérience du joueur encore plus fun, encore plus riche, tout en gardant une base aussi suffisamment proche pour là encore avoir ce petit effet. Je comprends très vite les règles parce que je les connais déjà un peu. Oui, on l'a. Je vais te le... Non, mais j'y allais. Attends, vas-y, continue. Donc, je pense effectivement à Splendor Duel. Tu en avais un autre que tu étais en train d'évoquer. Abalone, oui. Abalone par rapport au jeu qui était déjà évoqué.
puisque vous parliez de dames chinoises, c'est vrai qu'Abalone c'est aussi un de nos grands classiques. On est pour le coup vraiment sur du jeu abstrait par excellence. Donc Abalone, le principe pour ceux qui ne connaîtraient pas, vous avez des petites boules blanches, votre adversaire a des petites boules noires, et le but c'est quelque part de réussir à prendre l'emprise sur le terrain en poussant vos boules selon de différentes mécaniques qui vous permettent, un peu comme dans les dames ou comme dans les échecs, d'avancer et de prendre la conquête, envie de dire, du territoire. Et le but, c'est d'acculer votre adversaire en lui enlevant petit à petit un certain nombre de boules qui vont l'amener à perdre la partie. C'est ça, en les poussant à l'extérieur. Il y a un côté très sumo, il y a un côté très zen aussi. On parlait tout à l'heure, on peut revenir sur le jeu serein. Il y a un côté très zen parce que tout dans Abalone a été pensé pour... On est dans une compétition parce qu'on est en face à face, on est en duel, mais c'est pas du tout pensé comme une compétition guerrière ou une compétition dure. C'est-à-dire que là, tout dans les pièces, même le fait que justement on pousse les billes de l'adversaire avec ses billes à soi, il y a un côté très, très doux en fait dans cette confrontation qui justement n'est pas sur l'élimination. Et il y a toujours eu un très gros travail par le regretté Michel et par Laurent, qui ont travaillé justement à faire une proposition ludique qui soit assez novatrice, parce que donc, quand le jeu est sorti, c'était vraiment très nouveau, on était dans de l'abstrait, mais justement, eux, ils voulaient quelque chose qui aille, alors pas dans l'immersion, j'irai pas jusque-là, mais qui emmène quelque part, où vraiment par l'abstrait, on se raconte une histoire. Il y a vraiment quelque chose qui se passe qui était vraiment la base du développement. Et Laurent pourra vous en parler. Je crois qu'on l'a à Cannes l'année prochaine. Avec force détail, il y a mille superbes histoires sur Abalone, sur le développement, sur ce que le jeu a apporté au ludique. C'est une base, c'est une pierre absolue. Et c'est vrai que par rapport à la question, en fait, il est particulièrement indiqué dans la mesure où c'est un jeu très facile d'accès pour des gens qui n'ont pas l'habitude de jouer à plein de jeux de société. C'est un peu comme les échecs ou les dames, c'est vraiment un classique et il est facile à proposer à des gens qui ne vont pas rentrer comme ça dans quelque chose de nouveau ou dans des univers très riches. Les petits lutins recommandaient Mr. Jack aussi, très très bonne idée. Donc le Mr. Jack, alors, moi j'adore le Pocket en particulier, mais le Mr. Jack existe à la fois en boîte, en grande boîte et en Pocket, le voyage, qui sont pareil, une opposition, mais une opposition d'enquête. Alors il va falloir deviner ce que l'enquêteur ou, à l'inverse, Moriarty, l'adversaire va faire, deviner où il se place, qui il est. Alors, il y a un vrai côté... alors dans le Pocket, pas Moriarty, pas du tout, c'est l'assassin de Whitechapel, l'éventreur, Jack. Oui, Mr. Jack, oui. Donc il y a ce vrai, là pour le coup cette opposition de cerveau, un petit peu ce jus de cerveau qu'il va falloir faire tourner pour arriver à deviner pourquoi mon adversaire bouge tel pion à tel endroit, ok, il essaie de me faire croire que voilà, on rentre vraiment dans le cerveau de l'autre, hyper intéressant. Et puis là, confrontation directe, c'est d'ailleurs souvent ça, le jeu de duo. Comme tu soulignais tout à l'heure, il faut évidemment, quand on part d'un jeu de duo comme un Splendor par exemple et qu'on va vers un Splendor duel, il faut vraiment avoir une autre proposition ludique, il faut vraiment construire autre chose et il faut qu'il y ait une interaction assez forte. Il faut que les choses qu'on fait l'un et l'autre aient un impact sur justement l'adversaire, parce que c'est ce qui force un petit peu ce duel, quoi. Ça devient hyper intéressant parce que là il y a le ping-pong qui se crée, il y a vraiment ce truc qui est très recherché dans le jeu. On nous a dit aussi, Niwashi, on en a parlé tout à l'heure, effectivement, mais du coup pas dans la confrontation, mais dans le coopératif. Et justement, l'auteur est dans le chat, donc bonjour à lui. Salut. L'auteur de Niwashi, si jamais vous avez des questions à lui poser, il ne faut pas hésiter. Franchement, bravo. Très très belle proposition ludique. Niwashi, il y a un truc, voilà, ce qu'on disait tout à l'heure, on a réussi à capter un petit bout de zen et à en faire un jeu, quoi. Il y a vraiment quelque chose qui se passe, qui est vraiment propre à chaque jeu. C'est aussi ça qui est intéressant, c'est que généralement on joue à un jeu alors, soit parce qu'on aime l'univers graphique, soit parce qu'on aime l'auteur, on aime les mécaniques, il y a toujours quelque chose. Mais quand le jeu arrive à créer quelque chose où il est unique, entre guillemets, et qu'on vit ce moment qu'avec ce jeu-là, c'est réussi. Et dans le cas de Niwashi, il y a cette vraie sensation, quoi, qu'on ne retrouve dans aucun autre jeu, à notre avis.
On était sur... Non, bah, oui, on a fait duo, pense qu'on a jeu, pu bien duel. découvrir. Jeu duel, donc bah, on espère que tu auras trouvé ton cadeau idéal. Alors, Togepi qui demande Niwashi me fait penser un peu à Miyabi. Est-ce qu'il y a un peu de ressemblance au niveau du gameplay ou pas du tout? Alors, pour le coup, je saurais pas dire. Je connais Miyabi, mais j'y ai pas joué, donc je pourrais pas faire le comparatif avec un Miyabi. Bon, pour moi, c'est quand même assez novateur. Mais encore une fois, voilà, comme ne connaissant pas l'autre, je pourrais pas m'avancer, quoi. Je reprends notre liste, comme je vois qu'il n'y a pas forcément eu d'autres questions, je reprends notre liste des jeux qu'on voulait avoir l'occasion de vous présenter. On n'a pas... Un petit tower-up. Bah ouais, alors il n'y est pas. On l'a mis de l'autre côté. Tower Up qui est sorti chez Monolith cette année. Donc vous avez le visuel là qui apparaît. Jeu de construction évidemment. On va essayer de construire les tours les plus hautes et donc d'avoir un maximum de points en fonction des tours qu'on va construire. Ce qui est très intéressant dans Tower Up, c'est que on construit, mais on construit, enfin au moment où on construit, on construit aussi dans les quartiers qui sont autour de soi. Donc on avantage un petit peu d'autres entrepreneurs que soi-même, ce qui n'est jamais un avantage quand on essaye d'être celui qui marque le plus de points. Donc il y a tout un tempo à avoir qui est hyper intéressant dans la manière dont on va, dans le moment surtout qu'on va choisir pour construire, pour justement atteindre les plus hauts étages de nos skyscrapers. Comment on dit skyscraper? On dit des gratte-ciels, voilà, c'est ça. Oui, Jean-Claude Van Damme. Tout à fait. Donc il y a une proposition nouvelle chez Monolith, c'est-à-dire que Monolith, vous les avez connus évidemment à travers les développements de très gros jeux sur Kickstarter, des jeux très experts. Là, la proposition, c'était justement d'aller vers un jeu plus familial, assez malin. Je dirais pas stratégique parce que on est toujours en débat sur le côté qu'est-ce qui est jeu stratégique, qu'est-ce qui ne l'est pas, mais un côté effectivement très réflexion mais accessible. Réfléchir à plusieurs coups d'avance, etc. C'est ça. Faut vraiment bien construire dans le temps puisque les pièces qu'on va récupérer vont nous servir à faire monter nos immeubles, mais il faut les utiliser au bon moment pour être dans le meilleur tempo, c'est ce qu'on disait. Très belle, franchement très très belle proposition. Il a normalement eu pas mal d'échos, donc vous avez dû le voir sur pas mal de contenu sur le web. Même dans notre bande-annonce pour le lancement de la chaîne Twitch. Ouais, bien sûr. Non, c'est une très très belle proposition ludique, on le disait. Si vous avez l'occasion de l'essayer, là cet été on l'avait sur les différents festivals, la version géante, pardon, oui, j'ai pas précisé. Si vous avez l'occasion de tester la version géante, allez-y, c'est extrêmement plaisant. Là, c'était un partenaire, on avait à la fois la version géante de Tower Up et la version géante d'Harmonize. Ça aussi, c'est aller en festival parce que ça va vous permettre de découvrir plein de nouveaux jeux, mais de découvrir aussi des jeux sous un angle différent. Et ça, c'est toujours hyper plaisant. Et en plus, on vous explique les règles. C'est quand même très bien. C'est souvent un point sur des jeux qui vont être un peu plus... alors c'est d'autant plus parlant pour des jeux plus experts, mais c'est vrai que des jeux qui sont assez complexes, c'est quand même très très agréable. Donc là, il y a, si j'ai bien vu dans le coin de mon œil, un petit concours qui va partir. Alors oui, juste une interrogation Maël, c'est le dernier ou pas? C'est le dernier ou pas? Ouais. D'accord. Donc ce sera le dernier jeu concours. L'émission ne s'arrête pas pour autant, mais c'est votre dernière chance de gagner un jeu aujourd'hui avec nous. Alors, si vous êtes prêts, point d'exclamation Noël, c'est parti. Et donc il s'agit du jeu Harmonize. Donc Harmonize, on en a parlé en tout début de cette émission pour la personne qui nous parlait de jeux dans l'univers de Libellude. Donc c'est la dernière nouveauté de chez Libellude. Et c'est une nouveauté d'autant plus intéressante que on n'est pas du tout sur un jeu qui ressemble à un Dixit ou à un Mysterium. Enfin, voilà, il y a un parti pris un peu différent des jeux de ces dernières années, qui reste néanmoins très très beau, ce qui est quand même une marque de fabrique de chez Libellude. Ouais, complètement. Alors après, c'est vrai qu'il y a une patte, comme disait Marie, il y a vraiment ce côté, ce goût d'avoir un jeu qui, au premier coup d'œil, déjà vous accroche et vous dit viens, ouvre la boîte et viens jouer.
Ça, c'est vraiment, je pense, une des particularités de Libellude. Et Harmonies, pour ça, fonctionne très très bien. Pour les gros amateurs de combinaisons, on peut pousser le jeu assez loin. En termes de combinaisons, ce qu'on disait tout à l'heure sur certains jeux qui vont permettre de faire jouer différents publics. Là, il y a vraiment des très belles et des très fortes possibilités sur un Harmonies. C'est fini. La roue. C'est dans l'autre sens en plus. Il le fait à l'envers. Ah, j'adore. Alors, par contre, j'ai on des a trop vu petits un yeux. nom. Ouais, non, mais moi c'est pareil. Merlinou, qui remporte le tirage au sort, bravo. Bravo à toi. Alors, je spoil un peu, mais dans les prochaines semaines, pour ceux qui nous suivent également sur les réseaux sociaux, et notamment Facebook et Instagram, sachez qu'il y aura d'autres chances de gagner des cadeaux, sûr. puisque nous allons bientôt entamer notre calendrier de l'Avent, et chaque année dans le cadre du calendrier de l'Avent, alors pas tous les jours, mais très régulièrement, il y a des jeux qui sont à gagner, qu'on vous présente, donc n'hésitez pas également, si vous voulez garnir le sapin et gâter vos proches, vous pouvez également tenter votre chance sur nos réseaux sociaux. Ouais. Et puis là, c'est une très belle période, évidemment. Donc, tous les calendriers de l'Avent vont partir bientôt. Donc, les différents créateurs de contenu, experts board game ou pas, que vous suivez, qui vont évidemment proposer des jeux. C'est le moment, évidemment, de suivre tous ces comptes et puis d'avoir un petit peu ce plaisir, effectivement, du gain d'un petit cadeau à Noël par un petit tirage au sort toujours sympathique. Donc ouais, c'est maintenant. Moi, c'est une période que j'aime bien. Les calendriers de l'Avent, j'avoue, il y a un petit côté bonbon. Je dis pas forcément de calendrier de l'Avent de bonbons, hein, mais le calendrier de l'Avent, pour moi, il y a vraiment un côté. On approche de Noël et puis chaque jour il y a un petit truc qui se passe. J'aime bien moi. Je suis d'accord. Ouais. C'est comme commencer à mettre les décorations, on entre petit à petit dans la période. C'est exactement ça. Avant de se quitter, il y a peut-être quand même quelques jeux qu'il faut au moins qu'on évoque. C'est Alors, obligatoire. On a fait une émission dédiée dessus, donc on va peut-être pas y passer trop de temps, mais si vous avez parmi vos proches des amateurs de jeux de rôle, ou si vous avez parmi vos proches des gens qui auraient toujours aimé s'initier au jeu de rôle, mais qui n'en ont jamais eu l'occasion, qui n'ont jamais passé le pas, il y a la nouvelle boîte de jeux d'initiation Aurore à Arkham, le jeu de rôle. Alors, le jeu de rôle, de manière générale, effectivement, on a tendance à recommander, effectivement. Oui, celle-là, c'est le jeu de plateau, qui est très bien aussi, hein, soit dit en passant. C'est Aurore à Arkham JDR. Oui. Qui est donc un jeu de rôle, hein, comme son nom l'indique. Il y a l'anneau unique, il y a Légende des 5 anneaux pour les amateurs de monde plus japonisant. Il y en a plein. Il y a Star Wars, évidemment. Il y a les Chroniques oubliées. Il y en a pléthore chez Arkane, nos amis d'Arkane. Il y a Fallout, il y a Blade Runner qui est sorti il n'y a pas longtemps. De manière globale, le jeu de rôle, c'est extrêmement riche et c'est une des presque meilleures manières, entre guillemets, alors évidemment c'est très subjectif, de partager. Parce que c'est vraiment construire une histoire ensemble, le jeu de rôle. Donc il y a quelque chose d'extrêmement enrichissant au jeu de rôle. Donc on recommande effectivement que vous puissiez essayer si vous avez l'occasion, parce que c'est un hobby un peu unique, le jeu de rôle, alors qui demande un certain investissement, évidemment, puisqu'il va falloir créer un personnage, il va falloir investir du temps. C'est pas tout à fait la même chose que de mettre en place un jeu de société, mais ça apporte toujours quelque chose. Il y a vraiment un truc, et là, donc notre studio Edge, et puis les différents éditeurs qu'on distribue en jeu de rôle qui ont des propositions toujours très fortes, soit dans des univers très connus avec des licences très fortes, soit dans des nouvelles propositions ludiques, donc avec aujourd'hui une vague sur les jeux de rôle, alors ça fait quelques temps maintenant, mais sur les jeux de rôle plus participatifs, c'est-à-dire que là où avant c'était assez figé, il y avait un meneur de jeu et puis des joueurs qui vivaient la partie qui était racontée par le meneur. Aujourd'hui, ça se construit plus avec une nouvelle proposition ludique, plus avec justement du participatif, où de temps en temps, certains vont prendre la main sur le récit et donc devenir à leur tour un peu meneur de jeu. Il y a plein de manières différentes de faire du jeu de rôle aujourd'hui, que ce soit du très classique ou du très nouveau, et ça, on recommande vivement à essayer.
Et si jamais vous ne l'aviez pas vu, sachez que nous, on en a fait une partie en très bonne compagnie. Ouais. Et donc, elle peut être retrouvée à tout moment sur YouTube. L'intérêt, c'est qu'il n'y a pas de spoil. C'est pas une partie. Le scénario a été créé spécialement pour l'émission. Donc, vous n'allez pas vous gâcher l'expérience de la boîte Horror Arkham, le jeu de rôle. Et néanmoins, on est bel et bien avec vraiment les mêmes mécaniques et l'univers du jeu. Donc, ça vous donne une petite idée aussi de si ce jeu est fait pour vous. Et Ouais, et on remercie encore évidemment la fabuleuse Pénélope Bagieux et les merveilleux Shones et Mister MV qui nous ont accompagnés dans cette aventure. 1 heure et demie à peu près de scénario, donc avec l'excellentissime Croc qui a mené la partie, et Marion et moi-même qui avons eu le plaisir de jouer. Donc l'idée, c'est ça, c'était de vous montrer un peu comment on peut finalement en assez peu de temps découvrir le jeu de rôle. Et pour ça, il y a des boîtes d'initiation aujourd'hui qui servent, qui donnent un petit peu les clés, c'est-à-dire, on disait tout à l'heure, c'est un petit investissement en temps. Ben justement, les boîtes d'initiation permettent de réduire cet investissement en temps et de pouvoir rentrer beaucoup plus vite dans la partie, même si on n'est pas très familier, on peut très vite commencer. Et il y a vraiment cette idée-là que il faut faire essayer aux gens parce que c'est peut-être le hobby que les gens vont découvrir et pour lequel ils vont se passionner. En tout cas, c'est un des hobbies que nous, on adore. Enfin, c'est une passion en interne, hein, on adore ça. Botanicus ? Botanicus. On n'a pas parlé ? Nouveauté chez Hansim-Gluck Botanicus. Je suis sûr que vous tous, nous tous, il y a des jardiniers qui sommeillent en nous et Botanicus va nous permettre justement de réveiller ce jardinier en faisant pousser les plus beaux massifs de fleurs dans nos différents jardins. Donc là, il y a une course sur plusieurs niveaux, c'est-à-dire qu'il y a une piste d'initiative, il y a un marché aux ressources et il y a notre jardin. Et donc, il va falloir être le plus opportuniste, le plus malin pour évoluer sur ces trois plans-là. Aller chercher des types de fleurs qu'on va pouvoir faire pousser dans notre jardin, déplacer notre jardinier dans ce même jardin qui va pouvoir justement arroser à loisir tous ces massifs. Et donc il y a vraiment quelque chose de très fluide dans ce jeu de gestion de ressources, on disait, donc effectivement plutôt pour initier, oui. Mais néanmoins assez accessible. Alors dans le sens où effectivement, si vraiment vous n'avez jamais joué à un jeu de gestion de ressources, prenez le temps de lire la règle, hein, vous verrez, il est assez fluide dans son déroulement, donc très vite vous allez comprendre le déroulé. Après, je crois qu'on est sur un peu plus de 60 minutes la partie, donc il y a forcément un petit engagement en termes de temps de jeu, mais très belle proposition, il marche très bien. Nous, on avait ce petit côté où on se disait est-ce que vraiment on va être dans l'immersion du jardinier, ça marche bien. C'est de la gestion de ressources, évidemment. On n'est pas on sort de là, on n'a pas fait pousser un vrai massif, hein, on est d'accord. Mais non, on fonctionne très très bien et on recommande pour les amateurs. Vraiment très belle proposition, Botanicus. Et hop, je le barre aussi. Pour les amateurs de shopping, ouais. Il en existe de nombreux. Superstore 3000. Ouais, on est en plein dans le mois là en plus. C'est maintenant, Superstore 3000, c'est ça. Construire le plus gros et la plus belle proposition marchande dans un grand centre commercial, donc du futur. Hein, et là, ça va être tout et n'importe quoi. Il va falloir avoir vraiment la proposition la plus décalée, la plus folle. Il y a vraiment quelque chose de gigantesque, évidemment, puisqu'on va essayer de construire un peu le centre commercial de nos rêves. Donc en fonction de qui y est, ça peut être complètement délirant, évidemment. Très très bon jeu j'allais dire de construction de combinaison. Il y a vraiment un côté très combinatoire dans le jeu qui est très satisfaisant, où il va falloir évidemment anticiper, il va falloir un petit peu se projeter sur ce qu'on va faire, les différentes étapes pour passer devant. Alors on n'est pas sur une interaction où on va se piquer, des magasins, c'est pas du tout... on construit ses propres lignes. C'est ça, c'est... chacun y va de son centre, mais il y a un vrai côté boule de neige. En fait,
à la combinaison de points qui va se dérouler au fur et à mesure de notre construction. Très bonne proposition. On est là sur des jeux, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on dit pas stratégie aujourd'hui. Voilà, stratégie, c'est très très large. On est sur un jeu initié. On peut y jouer effectivement avec des gens qui jouent un peu moins, qui sont peut-être un peu moins réguliers sur le jeu de société. Il y aura sans doute un certain gap de points. Après, nous recommandons comme toujours aux joueurs initiés qui font découvrir ces jeux à leur entourage qui l'est peut-être un peu moins, d'y aller soft sur les mécaniques boule de neige, parce que on n'éclate pas son voisin dès le premier tour, c'est pas gentil. C'est pas gentil, mais très belle proposition Superstore 3000. Marche très 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 bien. Je pense également à Inori qu'on n'a pas encore cité. Ouais, Inori, j'adore Inori. Il est derrière nous. J'adore Inori. Théo Rivière. Des bisous. Et Mathieu, évidemment, les deux auteurs. Le Inori, c'est... Donc on ne va pas dire du placement d'ouvriers, c'est du placement de prêtres. Il va falloir attirer les esprits magiques, un peu les esprits de la forêt. Pour les attirer, on va envoyer donc nos prêtres sur différents hôtels, sur différents endroits où on va pouvoir justement déclencher des effets. Comme toujours dans ces mécaniques de gestion d'ouvriers, entre guillemets, c'est le mot, le placement d'ouvriers, c'est un peu le mot descriptif pour ce type de jeu, fait que quand on se place à un endroit, on bloque aussi pour les autres l'accès à cet endroit. Donc il y a ce côté hyper intéressant dans le jeu de c'est peut-être pas le meilleur move que je peux faire, mais je m'assure au moins que mes adversaires ne vont pas tirer profit de ces emplacements qui peuvent éventuellement leur permettre de cascader en points. Et donc pourquoi tous ces emplacements? Je vous disais, ça va vous permettre de récupérer des ressources, de gérer des effets qui vont au final vous permettre d'aller sur des tuiles objectifs, sur des cartes objectifs. Les cartes objectifs se réaliseront à partir du moment où on les a remplies. On les a remplies à partir du moment où toutes les cases sont occupées. Donc parfois, on n'a pas beaucoup d'intérêt à aller sur un objectif, sauf que ne pas y aller laisse la porte ouverte aux adversaires d'y aller et d'y aller à moins nombreux. Donc évidemment, ils vont profiter à moins nombreux de plus de points. Donc évidemment, c'est un jeu où on se surveille énormément. Il y a un vrai côté, là ça commence à maximiser sur le orange, il faut que je commence à surveiller les effets orange parce que Marie en a beaucoup, est-ce que j'y vais, est-ce que je la bloque? J'adore ce côté... je suis sur ma stratégie, mais en même temps, je surveille toutes les stratégies à côté. Marche très très bien. Et puis voilà, l'univers visuel, encore une fois, moi j'adore. J'ai envie de rentrer dans la boîte et de vivre dans ce petit monde d'êtres féeriques. Bravo, vraiment bravo aux auteurs parce que excellent. Aux illustrateurs, bien sûr. Un jeu sur lequel on passera peut-être un peu moins de temps parce que on en a déjà pas mal parlé en ce moment sur nos réseaux sociaux, mais qui est quand même immanquable. Je pense à la déclinaison Les Aventuriers du Rail Paris. Petite boîte, Les Aventuriers du Rail, vous avez dû voir. Les petites boîtes, il y a Londres, il y a Amsterdam, il y a New York, il y a Paris. Chacune, à chaque fois, va proposer une petite mécanique différente. Ça va être aller prendre en photo différents monuments. Dans le cas de Paris, justement, ça va être de faire, pour fêter le 14 juillet, de faire des chemins bleus, blancs et rouges qui vont permettre justement de célébrer le drapeau et de fêter le 14 juillet. Donc c'est une petite mécanique de bonus de points. Après, l'idée, c'était d'avoir un aventurier du rail resserré. Tout à fait. Pour pouvoir y jouer un petit peu plus vite. Justement, une mise en place facilitée, très, très rapide. Moi, j'aime beaucoup ce format parce qu'il permet qu'on l'emmène. Parce que c'est vrai que quand on se balade avec la boîte d'Aventurier du Rail Legacy, pas toujours facile. Vaut mieux que les vacances soient pas trop loin de la maison quand même. Donc là, la boîte est plus compacte. Et puis, il y a vraiment tout le plaisir de jeu d'Aventurier du Rail qu'on retrouve dedans. Donc après, c'est en fonction de votre ville de cœur. Hein. Nous, on aime bien Paris. Est-ce qu'on dit un mot de Flowers? Bien sûr. Alors, je crois pas qu'on l'a sorti. On l'a pas.
Non, je le vois pas. Je le vois pas. Flowers, alors tout à l'heure on disait dans Botanicus il va falloir construire le plus beau massif de fleurs. Et ben dans Flowers on est un peu sur la même thématique. Il va falloir construire des massifs de fleurs efficaces. Alors efficaces pourquoi? Parce qu'évidemment on va avoir des tuiles d'une valeur et d'une couleur, et en fonction des associations qu'on va faire couleur et valeur, on va marquer plus ou moins de points, en sachant que, en fait, une fois qu'on a construit son tableau, à la fin de la partie, on ne retiendra que les massifs de 5 tuiles au moins, d'une certaine couleur. Donc, on se lance parfois dans des calculs un petit peu savants qui ne fonctionnent pas, mais c'est tout le plaisir du jeu. Et donc, les tuiles numérotées, 1, 2, 3, 4. Une tuile 1 ne peut être à côté d'aucune autre tuile 1. Une tuile 2 doit être à côté d'une autre tuile 2, 3 à côté de deux autres tuiles 3, et 4 par 4, évidemment. Donc il faut suivre le numérique, enfin le chiffre qu'il y a sur la tuile. Abstrait, donc effectivement abstrait parce qu'il y a vraiment ce côté un petit peu calculatoire, mais hyper plaisant. C'est-à-dire que le visuel décale d'un pas de l'abstrait. C'est ce qui est hyper plaisant dans Flowers. Mécaniquement, il est hyper intéressant. Il y a vraiment ce côté de je vais arriver à trouver la meilleure combinaison possible, et puis bah zut, j'ai plus ce que je voulais, parce que évidemment au milieu, petite rivière de deux tuiles ouvertes et une tuile cachée, et on va en choisir une à chaque fois qu'on va ajouter à son tableau. Ça marche ou ça marche pas, donc il faut aussi savoir tirer profit de la tuile qu'on va utiliser, peut-être recouvrir des tuiles qu'on a déjà parce que on est en train de se bloquer, et donc ça va nous permettre de réouvrir des possibilités qu'on n'avait pas. Voilà, un côté très malin, très calcul qui fonctionne très bien, et nous j'allais dire on s'est tapé des barres de rire, oui on s'est tapé des barres de rire, mais on a fait énormément de parties, surtout cet été, mais c'est pas parce qu'on est en hiver que c'est pas plaisant de faire pousser des massifs de fleurs. C'est toujours tellement bien d'offrir des fleurs. Dites-le avec des fleurs, donc jouez-le avec des fleurs, quoi. Et Flowers, ouais, bien sûr. Flowers, très beau, très belle proposition ludique, encore une fois. Ouais, c'est un très beau jeu, très beau jeu. Peut-être deux derniers jeux qui me semblent importants de citer. Alors là, peut-être plutôt côté enfant. Oui. Mais c'est vrai qu'on ne vous a pas parlé de, je pense, la nouveauté Tic Tac Boom Color Flash. Donc ça, c'est aussi intéressant d'aller sur ce type de jeu, puisque c'est le style de jeu où, même avec des enfants, avec un grand groupe, on peut jouer très facilement. Les règles sont extrêmement simples à expliquer. Le côté bombe, enfin bobinette entre les mains, rajoute un peu de suspense, un peu de trac, l'envie tout de suite d'être dans le jeu et le côté immersif. Et donc du coup, ça c'est pareil, si vous ne savez pas quoi offrir à votre neveu, votre nièce, ou tout simplement pour des gens qui sont amenés à avoir plusieurs enfants et qui veulent passer un bon moment en famille avec eux, ça peut être une idée. Donc la patate chaude, hein, évidemment, l'idée c'est de se lancer la boule, et qu'au moment où elle explose, nous ne soyons pas la personne qui l'a dans les mains. Très beau petit jeu. Alors, quand je dis petit jeu, c'est parce qu'on peut y faire jouer des enfants. Évidemment, je dis petit jeu, mais c'est une grosse boîte, hein, vous avez compris. On est sur des parties de 15 minutes à peu près. On peut faire jouer d'assez grands groupes. On peut aller jusqu'à 12 joueurs. 12 joueurs, ce qui est quand même effectivement pas si fréquent. Ouais, donc il y a aussi ce côté un peu anniversaire qui marche très bien. Alors, je parle en pratiquant. Les anniversaires pour les enfants de 8-10 ans sur des parties de Tic Tac Boom fonctionnent très bien, donc je recommande. J'ai testé pour vous. D'autant que 15 minutes la partie, ça s'y prête quand même très bien aussi. C'est ça, et puis souvent ça s'enchaîne. Et puis il y a un côté où vraiment ça génère de l'éclat de rire, ça génère vraiment un très bon... même si c'est du compétitif, évidemment, puisqu'on ne veut pas perdre, hein, mais c'est un jeu qui est très rond, pour comprenne qui pourra le rond. Et l'autre, c'était Takenocolor. Absolument. Hop. Et donc Takenocolor, chez Bombix, évidemment. Takenocolor, c'est une déclinaison de l'univers de Takenoko.
Takenoko, le petit panda qui se balade dans le jardin de l'empereur et qui mange les bambous. Là, on l'a décliné en alors roll and write, pour ainsi dire. Qu'est-ce que c'est le roll and write? C'est on fait rouler un dé et on va colorier un ou plusieurs dés, on va colorier en fonction des résultats des dés. Là, en fait, ce qui est très malin, c'est que c'est les capuchons des feutres qui sont les fameux dés. Donc on lance et en fonction justement du résultat, on va aller prendre le feutre qui nous intéresse, colorier la zone. Et l'idée, c'est de faire un maximum de points en fonction des zones qu'on va colorier. Certaines, on va colorier plus de points quand on colorie plus de cette couleur, certaines quand on colorie des couleurs différentes. Donc c'est pareil, il y a aussi un côté où ça permet en fait de découvrir le roll and write, ça permet de découvrir ce nouveau système de jeu. Alors nouveau, ça fait déjà quelques années, mais il y a un côté où le grand public prend de plus en plus conscience, prend de plus en plus conscience de ce qu'est ce type de jeu-là. Donc c'est une proposition ludique qui nous plaît énormément parce que elle fait vraiment la transversale entre on va dire l'aspect enfance du coloriage et puis l'aspect un petit peu plus combinatoire de jeu un petit peu plus ado, quoi. Et il y a un côté où on est en train par ces jeux-là de faire un passage de l'âge d'enfant jusqu'à l'âge d'ado, et puis on prend énormément de plaisir, évidemment. Alors, pour les adultes, ça marche aussi très bien. D'autant qu'on est ravis de retrouver l'univers de Takenoko. Bien sûr, un très bel univers. Là, c'est pareil. Vous avez vu, la boîte est assez colorée. Donc, l'idée, c'était de pouvoir rentrer assez vite dans l'univers de ce panda qui nous suit depuis longtemps. Hein. Takenoko, ça fait longtemps que c'est un gros classique. C'est un gros classique chez nous. Si vous ne connaissez pas Takenoko, en jouant à Takenoko Lore, vous n'aurez pas compris les règles de Takenoko. Attention, hein, on est sur une gamme, mais on est vraiment sur des propositions, sur vraiment des expériences ludiques qui sont assez différentes. Je bois un petit peu d'eau. On commence à avoir fait le tour de pas mal de jeux. Évidemment, il y en aurait tellement d'autres dont on pourrait vous parler. La difficulté pour nous, c'est d'essayer de faire un contenu accessible, qui soit intéressant à regarder, qui puisse vraiment vous donner des pistes. On a essayé de trouver des jeux qui pouvaient correspondre à différents types de situations, à différents types de profils. Sachez néanmoins que si vous êtes resté sur votre faim, c'est dommage. Mais c'est l'heure. Il y a d'autres pistes. La première, c'est que vous connaissez donc peut-être notre blog Sur un coin de table. Sur ce site, on a essayé très régulièrement de faire des tops, des guides, des articles pour justement répondre à ce genre de thématique. Et pour ne rien vous cacher, pour travailler le contenu d'aujourd'hui, on était notamment nous-mêmes à retourner dans ce blog pour essayer de se réinspirer de plein d'articles déjà existants. On a par exemple un exemple très concret, toute une série d'articles sur les jeux à licence. Autrement dit, si vous avez un beau-frère, un cousin, que sais-je, qui aime particulièrement certaines séries, certains mangas, certains jeux vidéo, on a des articles qui vont correspondre très précisément à ce genre de profil et qui vont vous permettre de trouver le jeu adapté à quelqu'un qui adorerait, que sais-je, une série comme Stranger Things par exemple. Donc, il existe des jeux et des articles sur ce site qui peuvent vous aider là-dessus. Il existe des articles selon les profils. Est-ce que je veux jouer avec des enfants? Est-ce que je veux jouer avec des seniors? Est-ce que je veux jouer avec des gens qui sont au contraire plutôt des experts du jeu de société, qui aiment les jeux de figurines, etc. Donc n'hésitez pas. Et comment les battre? Oui, on a aussi des articles absolument de guides et conseils sur des jeux emblématiques pour réussir votre stratégie et commencer à bien placer vos pions dès les premiers tours. Une autre possibilité... Vous avez vu, on a pas mal baladé dans le cadre de ce live sur le site asmodée.fr. Dans ce site, vous avez une sorte de sélecteur dans notre catalogue où vous pouvez chercher par le nombre de joueurs, type de personnes, quand je dis type de personnes, c'est pas très clair, adultes, enfants, etc. Même style de jeu, est-ce que c'est un jeu coopératif, est-ce que c'est un jeu d'ambiance? Donc ça va vous permettre de naviguer. Divers filtres qui vont vous permettre de trouver le jeu que vous cherchez, le jeu que vous cherchez ou la sélection que vous cherchez. Et derrière, il faudra évidemment faire votre choix. Et comme on le disait tout à l'heure, vous adresser à votre meilleur conseil, à savoir le ludicaire à côté de chez vous, qui va savoir vous dire
en fonction de ce dont vous avez besoin, le jeu sur mesure qu'il vous faudra. Tout à fait. Dernière chose qui me vient, il faut qu'on vous parle de notre prochain live. On ne l'a pas encore fait. Alors, la date a changé. On avait à la base annoncé le 11 novembre, ce sera finalement le 12. Oh, c'est pas très très loin. Hein. On reste du coup sur le jeudi. Décembre. Le 12 décembre, oui, pardon. Le 12 décembre, donc, on reste sur un jeudi en soirée cette fois. On ne sera pas sur un créneau du midi. En soirée, parce qu'on est sur une autre proposition ludique. Cette fois, notre envie, c'était de réinvestir un classique. Parmi nos jeux, il y en a beaucoup qu'on aime évidemment, beaucoup. Certains dont on ne peut pas vous reparler très très régulièrement parce que comme on a aussi beaucoup de nouveautés, on a plutôt tendance finalement à mettre en scène les nouveautés. Et néanmoins, certains classiques restent indémodables, des occasions superbes de passer de bons moments avec ses proches. Et donc cette fois-ci, on reprend Time's Up. Et ce Time's Up, on le met dans des conditions particulières, puisque autour de la table, il y aura à la fois des personnalités bien connues de Twitch, je ne révèle encore rien, mais ça va venir très vite, puisqu'il va y avoir du teasing, des gens d'Asmodée, et le but, c'est que tout le monde s'affronte ou coopère autour de ce jeu, pour une soirée très sympa, donc ça devrait commencer autour de 20h30, le 12, et on sera... C'est ça, en soirée, l'idée c'est évidemment Alors, pas de vous faire découvrir, parce que la plupart vous connaissez déjà Time's Up, mais en tout cas de vous faire participer aussi à cette nouvelle proposition. Là, l'idée, c'est à chaque fois de changer un petit peu la focale, et puis là, on était sur quelque chose d'un petit peu plus fait main, entre guillemets, c'est-à-dire qu'en fonction des jeux que vous cherchiez, on allait essayer de trouver le jeu qu'il vous fallait. Là, c'est plutôt vous montrer effectivement une partie de Time's Up un peu plus folle avec des membres de l'équipe que vous ne connaissez pas encore, avec des personnalités du stream que vous ne connaissez peut-être pas ou que vous connaissez et que vous allez apprécier voir là. Donc là, l'idée, c'était de faire se rencontrer ces deux mondes parce que évidemment, tout le monde joue. Mais on s'en rend pas forcément compte à quel point tout le monde joue. Voilà, mais nous, c'est... Notamment à Time's Up. Oui, forcément. Time's Up, c'est vraiment un des classiques du jeu d'ambiance qui met la plupart des gens d'accord. Et pour le coup, je ne dis plus rien. J'allais spoiler, c'est pas bien. Alors, moi, je me permets quand même un spoil parce qu'il est très important. Dans le cadre de ce live, alors il y aura à nouveau des tirages au sort, mais plus important surtout, on va vous proposer de jouer avec nous. C'est-à-dire que l'intérêt, on n'est pas sur Twitch pour rien, l'intérêt n'est pas juste qu'on fasse notre partie entre nous, mais bel et bien qu'on vous propose d'être un joueur à notre table. Alors pour ça, il y aura des mécaniques où, à différents moments, on va vous proposer en fait d'intervenir dans la partie, et votre participation va faire que la partie sera évidemment d'autant plus fun. Là, c'est vraiment l'idée. Ce qu'on veut, c'est aussi jouer avec le réseau, jouer avec le format. Twitch permet ça, donc il faut vraiment justement qu'on en fasse un peu notre outil. Et quand je dis notre, c'est avec vous évidemment, notre outil commun, et qu'on construise à chaque fois des propositions comme ça en étirant un peu le format et de voir ce qu'on peut faire avec la plateforme, quoi. Voilà, je crois qu'on a tout dit. Je pense qu'on a à peu près tout dit. On le dit un peu en avance, mais bon Noël à tous, évidemment. Très beau temps de fête avec ou sans neige. Nous, je crois que c'est bon, on a eu là pendant 2 jours. Oui, c'est bon. Mais j'avoue, moi j'espère encore 2-3 petits flocons, parce que j'aime bien quand même. C'est bienvenu. Mais voilà, chocolat chaud, café, plein de bonnes choses avec du sucre ou du fromage à manger. Ou voilà, on vous laisse bon juge de tout ça. Et puis des jeux pour accompagner tous ces bons moments qui arrivent en décembre. Un très grand merci de nous avoir suivis. On vous dit au plaisir de vous retrouver du coup beaucoup plus prochainement cette fois le 12 décembre. Et puis voilà. C'était toi qui voulais finir sur le jeu. À bientôt et bon jeu. Toujours. On joue pas assez, moi je trouve. Bon jeu. C'est le moment. Il n'y a pas de bon mois pour commencer. Il n'y a pas de bon mois pour jouer. Tous les mois sont bons pour ça. Donc on vous souhaite de découvrir plein de très belles nouveautés et de rejouer à plein de grands classiques que vous aimez et adorez. Donc bon jeu à tous. Prenez soin de vous et à bientôt.